donc bienvenue dans la vidéo coup de cœur de Lisa. Donc comme vous avez vu en bandeau, c'est 2018-2021, mes coups de cœur. Hugs fait le fou, vous affolez pas, je ne l'égorge pas encore. Donc tout ça, c'est ce dont je dois vous parler, mais il y en a d'autres. Hein, voilà, donc je vais les poser délicatement avant de faire une catastrophe. Et je les ai organisés. Alors je vous ai mis en fait des vignettes pour que vous puissiez les voir. Donc je vais essayer d'insérer les vignettes après chaque année, pendant 5 à 6 secondes pour que vous puissiez faire un arrêt sur image, un imprimé écran ou les noter tout simplement. Je les listerai évidemment en barre d'infos et je ferai des vignettes à la fin de la vidéo comme je fais d'habitude, sachant que comme je vous ai dit, il y a des livres qui sont sous la pile au fond là parce que ça fait partie de mes coups de cœur. Donc ceux-là étaient accessibles, il y en a deux dans les cartons sous des atlas, alors là même pas en rêve que je défais tout parce que sinon ça va être l'enfer. Voilà, donc je les ai listés, donc je vais en parler. Mais je voulais nommer ces livres-là parce que bon, il y a des petits nouveaux sur la chaîne et merci d'être là. Mais il y a des gens qui me suivent depuis plus longtemps, il y a des gens qui me suivaient dans le blog et c'est quelqu'un qui me lit depuis, je crois, 2014 ou 2015 sur le blog. Qui la dernière fois m'a dit ça me tue parce qu'il y a des gens qui te demandent des conseils, etc. ou qui te disent « Ah, tu as lu celui-là alors que tu les as lus ?» Je dis « Bah ouais, mais bon, si tu arrives nouveau sur mon Insta ou sur ici ou autre, bah les gens, ils vont pas remonter les vidéos jusqu'au début, ce que je comprends fort bien. Donc, il y a beaucoup de livres dont j'ai parlé ici, que j'ai parlé sur mon blog, etc. ou sur mon site officiel, donc lisagero.taylor.com, il y a un onglet mes lectures ou articles, machin avec des trucs. Donc si vous les cherchez, bah, ils sont là. Mais j'avais vraiment envie de parler de ces livres parce que c'est des livres qui m'ont procuré des coups de cœur absolus, que j'ai le cœur qui a battu, que j'ai les gneux qui sont devenus tout mouillés. Hux est en train de faire une connerie, hein, je vous le dis. Je sens qu'il va avoir un grand cri. Si vous m'entendez crier, c'est qu'il... Hux! Ici. Voilà, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est bien. Il m'a monté son jouet sur le dos du canapé, je sens qu'il va avoir une catastrophe. Donc j'avais vraiment envie d'en parler parce que, bah oui, ils m'ont fait battre le cœur, ils m'ont révolutionné, et ils m'ont fait pleurer, pour certains beaucoup. Et c'est mes coups de cœur, quoi. Donc voilà. Alors on va commencer par le premier coup de cœur que j'avais eu parce que bah, c'est un SP que j'avais en 98 parce que je recevais souvent son catalogue et que j'aime beaucoup l'éditrice parce que je l'avais rencontrée dans un déjeuner à la Société des gens de lettres et que j'avais beaucoup aimé sa façon d'approcher l'édition, etc. Et quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit, moi qui aime en plus son cinéma, parce que c'est un réalisateur et scénariste, je m'étais dit, oh là là, moi je veux lire ce qu'il a écrit. Donc le premier dont je vais vous parler, c'est Neil Jordan dans les eaux troubles. Donc c'est chez Joël Osfeld édition. Donc voilà, on le met là. Donc là, en fait, on est avec un certain détective anglais dans une ancienne république soviétique. On ne sait pas exactement où. Et en fait, il y a une espèce de climat de violence qui s'est installé. Et il doit gérer ses problèmes conjugaux, des problèmes avec sa fille. Et puis, il y a une jeune fille qui va sauver de la noyade. Et donc, ça va le ramener à certaines choses de son passé, à certaines choses de sa vie actuelle. Moi, j'avais trouvé ça, mais... alors, premièrement, c'est très, très bien... comment dire ? C'est très bien écrit. Puis alors... mais alors, une puissance narrative incroyable. Je suis arrivée à la fin avec la gorge nouée, parce que je me suis dit, oh là. Voilà. Et je l'avais adoré. Et j'avais trouvé ça mais tellement puissant, tellement beau, tellement... ça parlait de destin, de chance, de... je sais pas, de forme, d'imagination, de tout ça. Toujours en plus avec la plume de Neil Jordan.
Donc si vous connaissez The Crying Game, évidemment, Entretien avec un vampire, on est bien, ou Michael Collins, etc. Il avait paru en 2012-13, je sais plus. Un livre que j'avais beaucoup aimé aussi qui s'appelait Confusion, toujours chez Joël Lofsfeld. Il en a sorti un autre depuis. D'ailleurs la nuit suivante. Moi j'aime beaucoup sa plume. Donc voilà. Donc mon premier coup de cœur, enfin un de mes coups de cœur de 2018. Alors oui, putain j'ai oublié de le dire. J'ai pioché parmi mes coups de cœur. J'ai essayé de sortir l'essence de mes coups de cœur. C'est-à-dire que j'ai pris les coups de cœur des coups de cœur de l'année. Hein, sinon on était là pour 8 jours. Autre livre, alors celui-là je ne l'ai pas vu passer beaucoup. Et je dois avouer que c'est une pure merveille. Premièrement parce que l'auteur est une femme extraordinaire que j'aime beaucoup. C'est une conteuse, elle vient d'une longue lignée de conteurs dans le Berry. J'avais trouvé son roman parce que je cherchais Contes et légendes du Berry, pour des raisons familiales. Et je suis tombée sur un de ses livres, puisqu'elle avait écrit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que ça s'appelle Contes et légendes du Berry, ou en Berry. Et donc je l'ai acheté, et j'avais adoré sa plume, et j'avais vu, en tapant avec mes petits doigts un peu agiles, elle avait écrit un livre qui s'appelait donc La Tache Verte. Voilà. Alors ça s'appelle La Tache Verte, alors je vous mets le truc dessous, donc c'est « Et si la vie végétale n'existait plus au pays des mille étangs étant le Berry ». Donc c'est de Anne Labbé, voilà, et c'est chez Alice Liner Édition, ou Liner, je sais pas, moi je dis Liner, mais bon voilà. C'est une brave ça aussi. Mais alors, c'est d'une puissance. Alors, on est en 2150, je crois, l'humanité. Et je vous mets la couverture, que ça va être très joli. L'humanité est confinée dans des genres de tours pyramides où tous les étages, il y a la production à bouffer, la richesse agricole, la richesse, on va dire, d'énergie, les travailleurs, voilà, une vraie structure. Et un jour, un jeune homme qui travaille là, en fait, comment dire, tout est génétiquement modifié dans ces tours, on est bien d'accord. Et en fait, un jour, il y a un petit problème. Et en fait, Célio, qui est un botaniste, va être nommé pour aller prendre des échantillons dans une tache verte qui persiste, qui est le seul poumon, enfin en plus ou moins. Et on a toujours envoyé des gens là-bas et on les a jamais revus. Donc, parce qu'autour c'est le désert, hein, la planète a cramé tout ce que vous voulez, donc tout est aseptisé, génétiquement modifié dans ces tours. Et donc il part comme ça, avec sa petite voiture. Évidemment, le soleil est de plomb, donc il a tout ce qu'il faut. Enfin, vraiment, l'humanité de 2150, de 2150, ça vous donne pas du tout envie d'y aller. Et il arrive vraiment devant ce truc vert qu'il ne s'attendait pas à voir. Et il va y rentrer, contrairement à ce que tout le monde lui aurait dit, non, va pas. Voilà, lui il se dit, oh, je vais juste rentrer 2 pas et demi. Quoi. Et les 2 pas et demi vont le mener, en fait, à voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans cet endroit-là, alors que depuis des décennies, on leur dit qu'il n'y a plus âmes qui vivent dehors, animaux, personne, il n'y a plus rien de vivant dehors. Et que c'est les seuls dans les tours qui sont vivants. Il n'y a plus que sur d'êtres humains et de bestioles, d'êtres vivants. Il n'y a plus que les plantes, c'est tout eux. Il n'y a plus rien. Et là, non, il y a un poumon vert et il y a une civilisation qui s'est développée. Et nous, on va rencontrer à travers les yeux de Célio ces gens qui se sont adaptés, qui sont revenus à une vie. Alors on dira primaire pour les mecs de la tour, mais à une vie simple. Voilà. Et c'est une fable humaniste, c'est une fable écologique, c'est une fable lyrique, poétique, avec la plume de Anne Labbé, qui a une plume sublimissime. Il y a de la magie, il y a des guérisseurs, il y a la nature, il y a... Je l'ai lu un été,
pendant mes vacances, je n'ai pas... Il faisait une chaleur à crever. Je n'ai pas décroché de ce livre tant que je ne l'ai pas eu fini. Je crois que je l'ai fini en 2 jours. Je l'ai bouffé littéralement. Et j'avais remercié l'auteur, on a échangé longtemps, etc. En plus, elle a fait un livre, elle est partie en roulotte avec son compagnon jusqu'aux Carpates, qui s'appelle Karankaa, d'ailleurs le livre en auto-édition, je crois, ou dans une petite maison d'édition, moi j'adore. Voilà. Donc si vous avez un âme d'avoir envie de lire ce genre de choses, et d'aller voir le résumé, etc. Surtout, n'oubliez pas, parce que la tache verte, c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la couverture, ce n'est pas pour enfants, hein, c'est 7 à 79 ans, hein, enfin, voilà, de 7 ans à 95, parce que, ouais, même 100, parce qu'il y a des gens qui sont vieux qui lisent, voilà. Donc, la tache verte, Anne Labbé. Ensuite, on passe, les 2 autres, ils sont dessous. Un, c'est de Maurice Leblanc, c'est La Frontière. Ça parle de la Première Guerre mondiale, de poilus, etc. C'est un texte assez fort, qui est vraiment très émouvant, qui moi, m'a pris aux tripes quand je l'ai lu, parce que j'ai trouvé qu'il y avait ce côté affrontement en perspective. Et vraiment, La Frontière est vraiment très présente dans ce livre-là. J'aime beaucoup la plus de Maurice Leblanc, évidemment on le connaît que pour mais je trouvais que ça faisait partie des livres qui étaient essentiels. Si je me souviens, c'est Rouergue qui l'a édité, je voudrais pas dire de conneries. Il a une couverture bleue avec un soldat, etc., mais vous pouvez le retrouver sur la vignette. Et le dernier de l'année 2018, qui, parmi tous ceux qui m'avaient vraiment marqué, mais lui est sorti au-dessus, ça s'appelle Le lendemain au pluriel de Libération, de Daniel Croze. Daniel Croze, c'est un auteur qui, on dira, régional. Il y en a un deuxième d'ailleurs de Daniel Croze dans mon classement. J'aime beaucoup sa plume. C'est quelqu'un qui a une plume poétique. Là, on est après la guerre. C'est un jeune homme qui revient du STO, donc du service de travail obligatoire, et qui revient dans une France qui est coupée, qui est toujours à vif après la Seconde Guerre mondiale, où il y a toujours des tensions entre ceux qui ont collaboré, ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont résisté, ceux qui ont regardé un peu comment le vent allait tourner, et lui, qui revient, qui a fourni l'effort qui a été imposé à certains hommes de faire le STO, qui est traité un peu comme un vendu, un collaborateur, celui qui a travaillé avec l'ennemi. J'ai trouvé... En plus, il revient, il avait laissé sa fiancée, etc. Il y a un truc comme ça aussi sous-jacent. Mais j'ai bien aimé la façon avec... tact, pudeur de Daniel Croze qui a parlé de ces hommes qui étaient partis faire le STO, qui n'ont pas eu souvent bien le choix et qui ont été un peu traités comme des traîtres à la nation, en leur disant mais vous aviez qu'à vous évader, vous aviez qu'à résister, voilà. Il y en a certains qui ont résisté de l'intérieur, qui sont allés là-bas et qui ont fait tout pour casser petit à petit les machines, pour enrayer. Évidemment, il y en a certains qui ont travaillé et puis qui ont espéré que tout se passe bien et qu'ils reviennent vivants. Moi, j'ai trouvé que son personnage était fort, les personnages étaient forts, et puis ce contexte un peu évidemment de règlement de compte qu'il y avait après la libération. Il ne faut pas oublier que pendant les 2, 3, 4 ans qui sont passés, il y a beaucoup de règlements de compte qui ont continué à aller, pas que dans les grandes villes, dans les campagnes, dans les endroits. Il y avait toujours celui qui pointait, parce que lui s'était enrichi au marché noir, celui qui avait tout perdu et qui accusait son voisin d'avoir vendu un lapin, même si c'était pas vrai, ceux qui avaient braconné, qui avaient échangé, qui avaient fait ça, ou ceux qui avaient claqué la porte à des gens sous prétexte qu'ils ne voulaient pas d'emmerde et qui ne se sont pas gênés pour les dénoncer à la police ou pire, à l'ennemi. Voilà, donc lendemain de Libération, c'est encore un beau sujet. Moi, j'avais trouvé que c'était un très très beau texte, très émouvant, très puissant. Et puis, je vous dis, ce côté local, régional, où on peut dire les choses, parce que dans un petit village, lui, il est très spécial, il est souvent dans l'Aveyron.
département que j'aime beaucoup. Il a fait d'ailleurs un très beau livre sur l'Aveyron, avec des photos, etc. Et je dois avouer que, honnêtement, c'est un des plus jolis livres dits régional que j'ai lu depuis des années. Voilà. Donc ça, c'est 2018. Donc 2019, j'ai commencé, alors il est là, je vous ai gonflé avec, alors on va pas y revenir 50 fois, je vous ai gonflé avec. Si vous ne m'avez pas entendu parler d'Antoine Chopin, c'est que vous avez loupé votre vie, enfin, ou m'avez loupé. Antoine Chopin, partiellement nuageux. C'est le premier livre de Chopin que j'ai lu, donc en 2019. Il fait partie des premiers livres de l'année, voire peut-être du premier livre que j'ai lu de l'année. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'aller chercher celui-là, putain, alors qu'il est facilement accessible. Bon, bah, c'est pas grave. En plus, ma copine fait chier. Bref, c'est pas pour ça qu'il est là, hein, mais bon, voilà. Partiellement nuageux, c'est un des premiers. C'est La Fosse aux ours, l'éditeur. Je l'ai acheté parce que il parlait du Chili. Je suis très attachée au Chili pour des raisons personnelles et parce que j'ai des amis là-bas. Et je l'ai acheté juste parce que dans le résumé, il parlait du Chili. Voilà, il parlait de dictature, machin, donc c'est un sujet qui m'intéresse en histoire, et c'est un sujet qui m'intéresse dans l'histoire du Chili, pas dans son ensemble. Donc je le reçois. Chopin, c'est 150 à, on va dire 120 à 170 pages, grand max. Ce type a une plume. Voilà. J'ai pleuré comme une dinde à la fin, le Parcellement nuageux. Parce que ça parle de regrets, ça parle de gens qui ont disparu. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont été arrachés à leur famille. Et on sait maintenant ce qui est advenu. Il y en a beaucoup qui ont été lestés d'un parpaing et qu'on a balancé en mer. Donc l'océan, machin. Il y a des gens qui ont été torturés sous la dictature de Pinochet, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et là, cet homme qui va un peu revenir sur ce passé dans les archives, va croiser une femme, ils vont discuter de ce qui s'est passé, ils vont remonter le fil, mais en peu de mots, quoi. Mais partiellement nuageux dans Petit Bonhomme. Qu'est-ce que je peux aimer ce livre-là, mais c'est incroyable, mais vrai, quoi. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Antoine Chopin, il y en a un autre, je crois, de Antoine Chopin. Ouais. J'aime beaucoup Antoine Chopin, donc on est bien parti là-dessus. Autre claque, et alors celle-là, et alors... Oui, ah bah là, je suis en mode groupie, là. Il faut pas que Sonatine me tease comme ça. J'ai vu sur leur Instagram que le troisième volet, donc normalement c'est une trilogie, donc le troisième, le fin, va arriver l'année prochaine. Donc oui, vous vous doutez bien, c'est la trilogie de Niklas Natt-Østdag. Oui, oh bah on est d'accord. Alors, 2019, 1793. Ce truc-là, je me suis pris une volée de boire dans la gueule, mais bien comme il faut, parce qu'à l'époque, Sonatine avait encore la gentillesse de m'envoyer des SP. J'en demandais pas beaucoup, hein. J'en demandais 2, 3, 4, allez, 5 dans l'année, mais vraiment 5 si vraiment j'y allais. Donc ça fait à peu près, j'en demandais un par trimestre, donc c'est pas énorme. Et celui-là, c'est parce qu'en fait, il parlait de la Suède, et que, évidemment, j'ai une très chère amie en Suède, et que j'aime beaucoup la Suède, et donc, enfin, même si je préfère le Danemark et la Finlande, mais voilà, on n'est pas là pour discuter de mes goûts en matière de pays nordiques, et ni pourquoi comment. Vous ne saurez pas si j'ai eu un fiancé finlandais ou suédois ou danois, hein, voilà. On est bien d'accord. Et le résumé, c'était à la fin du 18e. Il y avait le vent de la Révolution française qui arrivait en Suède. Et on avait discuté une fois avec mon amie, effectivement, de la Suède de cette époque-là. Alors même elle est finnoise en vérité à la base, enfin sa famille, mais elle connaît l'histoire de la Suède, puisque elle a été à l'école là-bas. Et elle est suédoise désormais, puisqu'elle est née là-bas. Et donc, j'ai été attirée. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Et alors, les personnages, dès le début, j'ai été happée par 1793. Le 94 est évidemment dans les favoris de ce listing. Cela en dessous. On est bien d'accord. Je ne me suis pas relevée de Cécile Vinge. Je dois avouer que Cécile Vinge, c'est ma vie. Hux est là pour vous prouver que on est d'accord tous les deux. Cécile Vinge, c'est notre vie, on l'aime bien. Toi, tu l'aimes pas aimé parce que tu l'as pas trop aimé. T'as été jaloux. Hein. Ah ben oui, quand j'arrivais. Maman n'arrêtait pas de soupirer.
Ah bon, mais, ah, mon amour. Oui, j'ai mon amour. Ah, mon cœur. Oui, mon chat. Chérie, t'es lourd. Oh, il a décidé de rester là. Donc, 1793 de Nicolas Hojdag chez Sonatine. Donc, franchement, c'est la claque absolue parce que c'est à la fois un policier, un thriller historique, c'est glauque, vous vous en prenez plein la tête pour pas en rond. Il y a tout le contexte historique en plus qui va vraiment vous projeter là-dedans. Enfin, vous en prenez. Il va m'attaquer, hein, je vous le dis tout de suite, il est parti pour m'attaquer. Donc si vous m'entendez gueuler, c'est qu'il m'a attaqué. Donc franchement, ça a été mon coup de cœur et c'est resté. Donc 1795 arrive l'année prochaine, je suis en mode groupie. Non, mais je suis débile. Autre livre, et donc c'est celui que j'ai oublié d'aller chercher, désolé. Si elle passe par là, désolé Camille. C'est Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti. Je suis Camille de Peretti depuis son premier, donc Tornitorinx. J'adore son écriture, j'adore sa plume, j'adore son imagination, j'adore ses personnages. Là, elle a transposé ça dans un médiéval, un Moyen-Âge médiéval à part, rêvé, fantasmé. Les personnages n'ont pas de prénom. C'est l'histoire de deux sœurs et de leur destin, de la deux façons de voir l'image de la femme. Et deux façons de se rebeller selon l'autorité qu'il y avait. Les personnages sont incroyablement puissants. Elle a une plume poétique, elle a une plume sublimement littéraire, elle écrit divinement bien. Je l'aime. À tout point de vue, parce que c'est quelqu'un qui a toutes les qualités requises pour être parfaite. Elle est parfaite. Elle va passer, elle va dire, elle est con. Si non, mais tu le sais que je t'aime. Voilà, donc c'est pas parce que c'est elle, c'est que je sais pas si vous avez lu déjà, mais allez lire Camille de Peretti. Alors, Le sang des Mirabelles, c'est parce qu'il était en 2019, mais allez la lire, parce qu'elle a une plume sublimissime, elle a des livres, elle a fait des livres, par exemple, elle a repris le côté épistolaire des liaisons dangereuses, etc. Elle a retransposé à notre époque. C'est du grand art. Voilà, c'est du très grand art. En plus, elle a beaucoup d'humour, donc elle arrive à balancer des choses quelquefois dans des romans, etc. Elle s'est mise à la place de Anna Nicole Smith aussi dans un de ses romans, donc je peux vous assurer que voilà, elle a beaucoup de talent. Mais alors, Le sang des Mirabelles, moi j'avais adoré. En plus, elle le sait, je lui ai dit. J'ai écrit Le secret de Cassian la même année qu'elle a écrit Le sang des Mirabelles. Je ne savais pas sur quelle loi elle travaillait. Elle ne savait pas sur quoi je travaillais. C'est quand on s'est croisés à un moment donné qu'elle m'a dit ah ben je sors ça, machin, ça. Je dis oh merde. Voilà. Le hasard a voulu qu'on travaillait sur à peu près la même période, sur à peu près le même style, sans s'être concerté. Voilà. Bon après que elle a beaucoup plus de talent que moi. On est bien d'accord. Voilà. Mais c'est comme ça. Autre livre et celui-là je l'ai. Oui bah il faut que j'aille le chercher bien sûr parce que Lisa l'a enterré au fond du truc. Lisa est débile, on était d'accord. Texto, Dimitri Glukovsky. Alors, texte du Glukovsky, moi j'ai lu donc Les Métros. Et je dois avouer que j'avais été attirée par Texto, surtout. J'ai lu Futur aussi, machin. J'aime bien Glukovsky, j'aime bien sa plume. J'ai été attirée parce qu'en fait, il parlait de côté post-apocalyptique et un genre de crime et châtiment moderne. Alors, vous vendez le truc à Bibi. Et je l'ai acheté sur le stand de la Talente à un salon du livre à Paris. Et je dois avouer que j'ai adoré cette histoire-là. Parce que ce gamin qui a un mec lambda, hein, qui est un garçon lambda, qui un jour va se retrouver avec un smartphone bon bref, il est entraîné. Un jour il sort, il veut faire des études, il fait des études, il a un concours à faire ou un truc, sa mère veut pas qu'il sorte, il sort contre la vie pour retrouver sa petite copine et ce soir-là il y a une bagarre qui dégénère, il y a une merde, enfin bon bref il y a un truc et en fait c'est comment dire il va se retrouver pris au piège.
Voilà. Et il va remonter l'histoire Enfin, c'est une histoire de smartphone, parce que toutes vos données, vous le savez, tout est de votre vie, plus ou moins, est dans le smartphone, ce qui est une grosse connerie. Mais enfin, bon, bref, il y en a beaucoup, c'est toute leur vie. Donc, s'ils perdent la bestiole, ils n'ont plus rien. Et donc là, il va avoir cette espèce de course-poursuite dans le temporel. Euh, Vraiment, c'est émouvant parce qu'il y a des moments où ça vous arrache le cœur, c'est haletant, c'est prenant. Il y a une très bonne réflexion sur la société actuelle et à venir, et évidemment sur la société russe et les arcanes du pouvoir et autres choses russes. Moi, j'aime beaucoup Glukhovsky, donc voilà. Texto, c'est quand même un des plus beaux que j'ai eu. Et je trouve que c'est magnifique. Il a été adapté très récemment à la télévision. Je crois qu'il est encore disponible, je ne sais plus, sur Prime ou Netflix, un des deux. Avec un acteur que j'adore qui s'appelle Alexander Petrov, que je trouve ça sublime. Ça vous donne pas du tout envie de toucher votre smartphone après, ou alors de tout effacer et de laisser que l'essentiel. Donc voilà, je le trouve magnifique. Je sais plus si c'est celui-là. Non, je l'ai acheté, puis je crois que ils me l'ont redonné après en SP, mais je suis pas sûre. Donc je voudrais pas dire de conneries. Autre claque, pareil, en début d'année. Alors c'est pareil, c'était Sonatine, vous voyez. Et alors là, le truc, c'est que quand je l'ai reçu, je me suis aperçue qu'il avait sorti 2 trucs précédents. Et je les ai achetés parce que je suis tombée folle amoureuse de la plume de cet auteur australien et du personnage de Diane Richard. Alors, le personnage de Diane, c'est l'archétype du bec. S'il passe dans le coin, je m'évanouis direct. Ah bah, pour les surfeurs australiens. Oui, oh, ça va, hein, calmez-vous. Donc, Tony Cavano, Requiem. Donc en fait là on est donc en Australie, etc. Et Diane Richard est en fait un ancien détective flic qui est reconverti en détective slash retraité slash surfeur slash j'en ai rien à foutre du gland. Voilà, c'est un aimant à filles, un très mauvais aimant à filles. Et en fait, il va se retrouver, malgré lui, à chaque fois. Alors, c'est pour ça que dans les précédents, on comprend pourquoi il arrive là à Requiem. Il va se retrouver dans une série de meurtres, il va enquêter, mais il n'est pas officiellement bien comme il faut. Et il va se retrouver à avoir... comment dire ? Il y a des disparitions d'une fille. Il va se retrouver dans une situation assez cataclysmique, comme d'habitude. Ça, en plein milieu de la Golden Coast australienne, vous voyez la bête, quoi. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Le précédent, c'était La Promesse, et l'autre, c'était l'affaire Isobel Vine. J'adore. Voilà. J'ai plongé là-dedans, mais avec une délectation absolument géniale. Je trouve la plume super. Il a écrit un autre livre aussi, qui est en anglais. Donc je l'avais récupéré en anglais. Je trouve que ce cold case, les cold cases qui font, les dialogues sont percutants, c'est impeccablement bien écrit. Et il a écrit aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle en anglais, mais je l'ai acheté. Et alors je l'avais reçu, hein, comme je dis, de la preuve, hein, de Sonatine. J'ai lu un truc en anglais aussi, parce que c'est vraiment très très peu. En fait, c'est le déroulé après celui-là. Il a fait une espèce de short stories qui n'est pas paru. Il n'y a pas d'autres choses qui sont parues en France, donc j'espère qu'il y a un nouveau Tony Cavano, parce que moi j'adore. Ensuite, celui-ci, ça a été une petite merveille. C'est un SP aussi, parce que c'était une très belle fresque où en fait l'histoire mêle en mêle, ce que vous voulez, la terre, l'eau, le ciel, l'amour, l'appartenance. Il y a 2 personnages, Rachel et Joe, qui sont magnifiques. Je trouve que c'est... Voilà, il parle de tribus amérindiennes, il parle de la beauté de la nature. Ça s'appelle La Crue, de Amy Assinger. Moi, je l'ai eu sur la rue de l'Échiquier, mais il est sorti en poche, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas longtemps. Il y a 3 portraits de femmes magnifiques.
il y a l'ode à la nature, à la transmission, à l'amour, à l'amitié, à la descendance, au premier amour aussi. Je trouve ça magnifiquement bien foutu, c'est bien écrit, c'est beau, c'est lyrique. Ça se rapproche un peu, j'adore ça, oui. La pluie, qu'est-ce qu'elle est, il est beau ce moment-là. J'ai pleuré à la fin, bien sûr. C'est dans la mouvance aussi des livres de Louise Eldridge que j'aime beaucoup. Alors on peut pas dire que c'est du, hein, voilà, c'est pas du Louise, mais ça serait de Amy. Mais je trouve que c'est magnifique. Elle a une subtilité dans l'écriture, tout en mêlant la culture américaine qu'on connaît à la culture amérindienne derrière. Je trouve ça, mais la crue, mais ça vous arrache trip et boyau, hein. Vraiment très très beau, et je sais pas quoi dire de plus, parce que c'est une saga familiale très intime, mais où il y a tout à l'intérieur, et cette femme qui part avec une nuit avec son bébé et qui arrive chez sa mère, et avec toute une génération de femmes à droite, à gauche, sur les côtés. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà, la crue d'Amy Singer. Non, je vous assure, j'ai eu des coups de cœur comme ça. Et alors, l'autre que je n'ai pas là, mais qui est de Daniel Krauze aussi, c'était L'homme qui chaussait du 62 de Daniel Krauze. Il revient sur l'histoire vraie de l'homme le plus grand du monde au début du siècle dernier, qui s'est produit de foire en foire, qui s'est produit dans les plus grandes attractions européennes et après aux États-Unis, qui a eu un destin très tragique, pauvre garçon, qui n'était pas aimé au début, puis tout d'un coup qui va devenir la proie, enfin la proie de certaines personnes qui à cette époque-là exposaient les gens différents, que ce soit la femme à barbe ou machin, dans des ouais, c'était pas des cirques, ouais, c'était des cirques ambulants, si vous voulez, ou des galeries de mocheté ou de choses, voilà, des choses étranges. Et il fait partie de ces gens qui étaient exposés, qui ont été exploités aussi, même si au début, enfin, il y a des gens qui l'ont plus exploité après, mais voilà, c'était un grand naïf. C'était un grand naïf, un garçon gentil, foncièrement gentil, qui a tout fait pour essayer d'aider sa famille à avoir une vie confortable, etc. Donc lui, il trouvait que c'était bien de continuer à faire ça parce que ça lui donnait des sous. C'est une histoire bouleversante, L'homme qui chaussait du 62. Daniel Krauze, je vous ai dit tout à l'heure, pour Lendemain de Libération, a une belle plume, a une plume profonde. Il vient d'Aveyron, le gentil garçon niais. Et surtout un naïf, c'est un grand naïf gentil, c'est un grand gentil, vous savez, c'est un grand enfant, vous avez juste le cœur serré quand il lui arrive tous ces malheurs, et à la fin ça m'a arraché le cœur, ça s'est fait, il m'a arraché le cœur 2 fois hein, quand même, mais celui-là il m'a vraiment arraché le cœur. L'homme qui chaussait du 62, c'est une petite merveille. Et le dernier, pareil, c'est un auteur que je suis depuis certains livres, depuis L'ivresse du sergent Dida. J'aime sa plume, j'aime son univers, j'aime sa façon de faire. En plus, c'est un homme charmant. Il est toujours, comment dire, il répond tout le temps. Il est vraiment très gentil. Et sublime livre. Les hommes incertains de Olivier Rogez. On va suivre Anton qui débarque de Sibérie et donc qui va venir à Moscou chez son oncle qui est un responsable du KGB. Et en fait, on est en 1989 lorsque le bloc soviétique est en train, enfin en tous les cas que le bloc de l'Est est en train de se casser la gueule. Et il nous entraîne dans les arcanes du pouvoir avec cette période un peu bancale, un peu... voilà, un peu bizarre du fait que tout le monde surveillait tout le monde, que il y a une folle destinée avec une femme, c'est une espèce de, je sais pas, c'est une espèce de lutte entre un peu
la Russie impériale et la Russie soviétique, même si ça se transpose en 89, parce que tout un pan se casse la gueule. Des gens qui ont cru au système depuis des décennies et qui voient arriver l'affrontement entre Gorbatchev et Eltsine, voient arriver d'un côté la glasnost et la perestroïka et un vent de liberté, et que comme d'habitude, dans toute révolution, malheureusement, il y a des gens qui se révèlent être des grands hommes et d'autres qui se révèlent être minables. Et moi, j'ai adoré cette plume-là. Après, il y a la grandeur de la Russie, l'âme russe, que monsieur connaît très bien. Et que, franchement, j'ai vraiment adoré ma lecture. Je l'ai trouvé sublimissime. C'est émouvant, c'est beau. C'est bien écrit, c'est toute l'âme russe, toute on va dire toute la beauté et tout le malheur que peut porter ce peuple depuis des siècles, qui s'en prend plein la gueule depuis des siècles, et qui pourtant a un des plus beaux pays du monde. Voilà. Donc, des hommes incertains, c'était je crois que c'était mon deuxième gros coup de cœur. Je l'ai lu l'été 2019 et j'ai trouvé ça mais magnifiquement beau, parce que dans la hauteur de mon classement, il y avait, je crois, Partiellement nuageux, et il était juste deuxième. Voilà, donc pour vous dire que voilà, c'était vraiment le coup de cœur. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont lu et qui ont adoré, donc je ne suis pas la seule. Donc ça, c'était 2019. 2020. Alors 2020, je dois avouer que 2020, j'ai commencé par un truc absolument sublimissime, qui depuis a été lu par beaucoup de monde, en version poche parce qu'il est ressorti, que l'auteur est une femme agréable, gentille, bienveillante, disponible. Elle n'a jamais eu, elle a toujours eu, en fait, jamais dans le sens, elle a jamais oublié, mais elle a toujours eu un petit mot, un petit merci, etc. À chaque fois, je l'ai taguée parce que j'ai dû la gonfler quand le livre est sorti, parce que je l'avais reçu, je l'avais reçu en SP fin de l'année précédente, enfin quand il était sorti de presse, donc par les Forges du Vulcain. Donc aux Forges du Vulcain, c'est à crier dans les ruines d'Alexandra Kozelik. J'ai fait chier tout le monde. Je l'ai lu, et quand je l'ai lu, non, alors elle m'a pas arraché le cœur, Alexandra. Elle me l'a piétiné en plus. Je me suis mis à sangloter sur le fauteuil. Je pleurais tellement que ma maman est venue voir pourquoi je pleurais, et elle m'entendait sangloter. Elle me dit: qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Ah, j'ai dit: ça y est, l'autre elle a pété un câble. Donc je dis: mais maman, c'est triste, c'est tout. Voilà. Ma mère, elle m'a dit: bon, on va voir. Et 2-3 jours après, elle l'a pris, elle l'a lu, et quand je suis arrivée, elle avait les yeux comme ça. On dit pas pleurer. Tu parles, t'avais les yeux, on aurait dit 2 grenouilles sous myxomatose. Donc elle avait pleuré. C'est un des plus beaux romans, d'une sensibilité, d'une poésie. Elle a cette plume là, de toute façon. On est en fait en présence de putain. Non, je vais encore pleurer. Alors, on est à vraiment quelques heures de Tchernobyl, enfin de la catastrophe de Tchernobyl, avec notamment Lena et Ivan. Et c'est 2 jeunes gens qui se connaissent depuis l'enfance, c'était des potes, et puis ils ont développé des petits sentiments depuis quelques temps. Mais voilà, c'est 2 personnes qui sont destinées l'un à l'autre, ils le savent, c'est 2 âmes sœurs. Et puis il va avoir la catastrophe de Tchernobyl, et le papa de Lena travaille à la centrale, donc il sait que c'est un gros bordel. Donc il prend femme, enfant et mère, et hop, tout le monde à l'ouest pour aller vers Paris. Et en fait, elle est arrachée à sa terre natale, à son Ukraine, et elle laisse derrière Ivan, son père, qui travaille dans la forêt, etc. Il reste là, collé sur le truc, parce qu'eux, ils auront confiance plus ou moins au système. Puis, sans compter qu'ils ne devaient pas savoir que ça allait se passer aussi mal. Et en fait, c'est Lena qui revient sur sa vie, et qui part longtemps, puisqu'elle part quelques décennies, mais elle n'arrive pas, il y a toujours ce côté déraciné, et je pense que c'est du fait que moi aussi je connais ça dans ma famille.
J'ai cette sensibilité des gens qui sont déracinés, ça me touche, parce que je sais ce que ça fait quand j'entendais parler mes grands-mères d'un déracinement de chez elles, que ce soit pays ou autre. Et en fait, quand on connaît ça et quand on sait ce que ça fait, moi, elle m'a touchée d'autant plus. Alors après, l'histoire d'amour est magnifique. Après, quand elle revient, elle vous arrache 3 fois le cœur, etc. L'histoire de l'arbre, je m'en suis toujours pas remise de ce truc. Donc voilà. Mais vu par les yeux d'Alexandra Kozelik, sachant que ça la touche encore plus personnellement, de ce pays, etc., qui est son pays, c'est encore plus vibrant, voilà. Après, aller lire La 10e Muse, moi il faut absolument que je lise, j'ai lu Le Serment des Monas aussi, c'est à part, mais voilà. Et là il faut que je lise L'Archiviste, puisqu'il est sorti, et que comme une grosse dinde, je ne l'ai toujours pas acheté, mais ça sera un de mes cadeaux de Noël, parce que je l'ai réservé à la librairie, voilà. Donc je le lirai sûrement l'année prochaine, au début de l'année prochaine, mais j'ai une de mes amies, Juju, si elle passe par là, Justine, elle l'a lu, elle a bien aimé, donc voilà. Non mais Justine, je me fie à ses idées, voilà. Donc À crier dans les ruines, alors ça a été, je pense, de l'année 2020, je pense que c'est le premier. Je voudrais pas dire de conneries, mais je pense que c'est le numéro 1, voilà. Numéro 2 de l'histoire, en fait de l'histoire et du classement aussi, je m'y attendais pas, il est arrivé assez tard dans l'année. Je l'ai vu sur la chaîne de Barocco Podcast, alors en vérité de Perceline. Et en fait, moi je suis tous ces trucs et elle l'avait lu. Et on a été beaucoup quand elle a été... un jour, elle l'a lu, elle en a parlé et tout le monde est tombé. Waouh, il faut lire ça. Donc on me l'a offert très gentiment, c'est un cadeau de Dame Chantal. Et donc forcément, elle me l'a... Sa chaîne, il était une fois Perce-Neige, je crois. Mais maintenant, c'est Barocco. Et Barocco Podcast sur sa chaîne. Et honnêtement, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Alors là, le truc que vous attendez pas, hein, en gros. Donc on est dans une... on est au fin fond de l'Écosse, avec une jeune femme qui s'appelle Cora, qui est en prison. On est au 17e. Et en fait, elle a été arrêtée pour sorcellerie. Sa maman était, entre guillemets, une sorcière, tout ça, parce qu'elle savait utiliser les herbes, les machins. Enfin, bon, bref, vous connaissez l'histoire. Et en fait, il y a un ecclésiastique qui va venir la visiter. Lui, il vient d'Irlande. Parce qu'en fait, on veut lui faire avouer, en gros, que c'est bien une sorcière. Et elle va raconter son histoire à cet homme, qui lui-même écrit à sa femme qui est beaucoup plus ouverte d'esprit que lui, parce qu'il est un peu obtus, le garçon. Et donc, elle va expliquer sa vie. Elle va expliquer qui elle est, d'où elle vient, sa maman, sa filiation, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, comment elles sont... Quand a été leur vie, voilà. Et petit à petit, cet homme va s'ouvrir au discours de Corag, à ce côté un peu oui, guérisseur, machin. Et donc on suit ces 3 personnages, parce qu'en fait c'est 3 femmes et un mec, c'est-à-dire qu'il y a il y en a un deuxième de garçon aussi derrière. Belle histoire d'amour, c'est là aussi. Bon, bref. Mais on suit ces 3 femmes qui sont 3 femmes différentes, 3 personnalités différentes. Et cet homme qui va évoluer au fil des entretiens qu'il a avec elle, au fil des courriers qu'il échange avec son épouse, qui lui montre, entre guillemets, que il ne faut pas être obtus, il y a une autre voie, regardez. C'est plein de poésie, c'est beau. C'est touchant, il y a une très belle histoire avec un autre homme que Corag va rencontrer, etc., qui est vraiment magnifique. Il y a des morceaux de poésie, de description de landes, de paysages, de neige, de... Oh là 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 là, bon bref. Un bûcher sous la neige, Suzanne Fletcher. Oui, bon, après on fait ce qu'on peut, hein, déjà, voilà. Autre livre que j'ai lu, alors pareil, c'est un livre que j'ai pris, oui, moi je prends toujours en retard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre que j'ai acheté parce que je trouvais qu'il était, que le titre m'a attiré. Donc ça s'appelle Les Lumières de Tel Aviv. Et en fait, je me suis aperçue, évidemment, la dinde, que juste avant, il y avait Adieu Jérusalem et il y avait Les Songes d'Ariel. Oui, parce que moi, je suis une dinde, je commence par le 3. Voilà, donc là, j'étais vraiment... Parce que ça m'intéressait de voir... oui, miaou. Oui, miaou, miaou, miaou. Mama, oui.
Non mais lui... Donc là on est en Israël, il y a un mur qui sépare Israël. D'un côté les ultra-religieux, machin, etc., soutenus par le pouvoir russe. Et de l'autre côté les résistants et vogue la galère. Et en fait on a vraiment cette scission entre les deux. Et on va avoir 6 personnages, je crois, qu'on suit, qui sont d'un côté ou de l'autre du mur, qui se croisent, qui se recroisent, qui vont se chercher, qui se connaissent pas, etc. Et alors, une vision à long terme, on va dire, dans le futur, qui pourrait être un futur vrai ou faux, on ne sait pas, mais enfin, en tous les cas, d'anticipation, avec des personnages hyper bien foutus, avec une plume très connue. Très connue dans le sens où elle s'embarrasse pas de tergiversation à droite à gauche. C'est bien fait. C'est passionnant. Quels que soient les personnages, vous vous y attachez ou pas, mais vous voulez savoir qui va se passer pour eux. Et puis il y a ce côté espoir ou désespoir hein, aussi, il y a des espoirs là-dedans. Mais enfin bon, il y a l'espoir. Et moi, évidemment, j'ai acheté les autres hein, parce que voilà, comme c'était un coup de cœur, je me suis dit, il faut que je lise les autres. J'ai vraiment beaucoup parlé. Alors j'ai beaucoup aimé Adieu Jérusalem, c'est une petite merveille. Même si le songe d'Ariel n'est pas, c'est un trait d'union entre les deux, entre Adieu Jérusalem et les Lumières de Tel Aviv. C'est pas véritablement la suite, c'est vraiment un trait d'union. Et on comprend quand on a lu Adieu Jérusalem et celui-là, on a le trait d'union, mais il vaut mieux les lire. Si vous voulez le lire celui-là, essayez de lire les 3. Sinon, vous voyez ce qui se dit et puis vous y allez pas. Voilà. Mais après, il faut se laisser porter par cette fresque de plusieurs personnages. Alors évidemment, si vous avez lu Adieu Jérusalem, vous savez ce qui s'est passé avant qu'il y ait le mur. On est bien d'accord. Voilà. Mais vous pouvez le lire en one shot. C'est dommage, mais vous pouvez le lire en one shot. Ensuite, autre livre. Alors là, voilà, un autre Choplin. Alors Choplinou, c'est devenu Choplinou. C'est mon Choplinou à moi. Enfin, s'il passe par là, il va se dire, elle est folle. Non, mais je l'adore. Voilà, j'adore l'auteur. Calmez-vous. Voilà, donc Antoine Choplin, L'Impasse. Alors, ce truc-là, comment vous expliquer je sais pas comment dire, en fait. En fait, c'est une histoire d'amitié sous fond de guerre. On est dans une république ex-soviétique. On peut penser à la Tchétchénie, on est bien d'accord. En pleine guerre, donc dans les ruines d'une ville qu'on peut penser être Grozny à l'époque. Et on est en présence de Timur et Timur et Oleg. Et Oleg, en fait, Oleg est un soldat de l'armée d'occupation. Et Timur est planqué dans un appartement avec ses parents, avec sa grand-mère, voilà. Donc il est planqué avec sa famille. Et ils ont vent que l'armée d'occupation est en train de purger ruelle par ruelle, maison par maison, appartement par appartement. Donc ils voient arriver au fond de l'impasse. Ils sont au fond de l'impasse et ils voient arriver petit à petit. Et donc particulièrement, c'est très compliqué de vivre enfermé comme ça. Et Timur, lui, voulait aller à l'université quand la guerre a déclaré qu'il y était. Et donc il va s'entraîner un petit peu pour s'aérer un peu. Il va s'entraîner à l'université, il s'échappe pour aller là-bas, parce que de toute façon c'est fermé, tout est mort. Et il rencontre Oleg qui lui vient pour une autre raison, je vous expliquerai pas pourquoi, sinon c'est spoiler le truc. Et ils vont se lier, malgré le fait qu'ils sont opposés, ils vont se lier pour une raison assez banale au début, d'amitié, au fil du temps. Jusqu'au jour où l'escouade de Oleg rentre dans le bâtiment de Timur. On est bon. Ça aussi, ça m'a arraché le cœur. Super, merci. Voilà, donc Antoine Choplin, L'Impasse. Alors ça, si ça m'a pas arraché le cœur, ben moi, je veux bien... Voilà, mais alors vous voyez, il arrive à vous arracher le cœur sur ça, quoi. Je vous dis, attendez, vous allez voir. Le nombre de pages, non mais laissez-moi tomber quand même, hein. On est bon, donc ça non, voilà, remerciement. On est à 141 pages, sachant que vous levez 6 pages. On est bon. Qui dit mieux? Mieux.
Ensuite, et alors celui-là, et là là. Je fais ce que je peux, hein. Vraiment, je fais ce que je peux. C'est l'autre Rimbaud de David Le Bailly. Alors, David Le Bailly, l'autre Rimbaud, c'est Frédéric, le frère de Arthur. Un des hommes de ma vie. Et j'ai toujours lu tout, presque tout, ce qui se passait sur Arthur Rimbaud, sur sa famille, sur ce qu'on disait de lui. Et quand j'ai vu que il parlait de son frère, Frédéric, qui était son aîné de 1 an, et c'était presque des jumeaux en fait. En gros, ils avaient été élevés presque comme des jumeaux. Un a eu la destinée qu'on connaît, l'autre a eu une destinée de merde. C'est quelqu'un qui s'est jamais plié au diktat. Bon, il faut dire qu'ils avaient une mère, l'Italie était pas drôle. Hein. Et de toute façon, maman ne voyait que par Arthur. Voilà. Les autres, c'est de la merde. Ses filles, il y en a une qui meurt très jeune et qui a d'ailleurs explosé la fratrie. Donc elle s'appelait Vitalie aussi. Et il reste Isabelle, qui était la gardienne du temple de Arthur Rimbaud. Arthur, le poète, hein, voilà, après. Et de parler de ce loser magnifique, hein, on va dire, moi j'avais vraiment... Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça magnifique, parce que c'est un personnage qui est réel. Alors, il y a eu une enquête, il vous explique il y a d'un côté l'enquête très carrée qui mène sur Frédéric Rimbaud, sachant qu'il n'y a pas grand-chose sur lui. En plus, il traîne le nom de Baboune, donc c'est pas drôle. Qui s'est cassé, hein, entre autres, au début. Et de l'autre côté, il invente cette vie. Enfin, il fictionne. En fait, il romance la vie de Frédéric sans les morceaux où il n'y a pas. Voilà. J'ai trouvé ça magnifique. Je dois avouer que je connaissais la photo de leur communion. Je trouvais déjà Frédéric Rimbaud largement à mon goût. Là, c'est encore plus qu'à mon goût. Oui, d'accord, Arthur, c'est Arthur. Mais Arthur, c'est sa plume. Que j'ai... Bon, alors c'est vrai que quand je l'ai vu en première fois en photo, j'étais assez petite et j'ai dit je veux l'épouser. On m'a dit ça va pas être possible techniquement. Mais techniquement, pour tout, beaucoup de choses. Mais je dois avouer que les deux frères, si j'avais dû naître à l'époque et je les avais rencontrés tous les deux, j'aurais été bien emmerdée de savoir lequel des deux m'aurait plu le plus. Alors là, c'est toujours pas... Bon, après, si l'autre m'avait envoyé des poèmes, c'est sûr. Mais Frédéric Rimbaud était quand même... Ouais, ça j'aime bien. Voilà, donc l'autre Rimbaud, David Le Bailly. Et alors, on passe en 2021. Alors, 2021... Non, il y en a un autre. Non, 2020. J'avais oublié celui-là. J'ai failli oublier. David Joy, ce lien entre nous, sonatine, toujours. Alors, David Joyce, c'est un SP aussi. C'est 2020, c'est la dernière SP. Alors, c'est un SP qui a une histoire. Premièrement, c'est le dernier SP que j'ai reçu de sonatine. Et surtout, je l'ai reçu en février 2020. Donc, je l'ai lu et il sortait en mars. Il sortait mi-mars. Donc, j'avais déjà fait ma chronique. J'ai publié ma chronique 2 semaines avant ou 1 semaine avant. Paf, confinement. Paf, décalage en octobre. Voilà, donc moi j'en ai parlé, personne n'avait pu le lire sauf ceux qui l'avaient reçu. Et donc en fait je me suis retrouvée comme une comme une conne, hein, à parler d'un livre que j'avais suradoré, qui n'était pas en vente. Donc j'avais rétro-pédalé, entre guillemets, j'avais dit non, là, suite au confinement, c'est repoussé, on ne sait pas quand. Ils ont sorti en octobre, je leur ai demandé si je pouvais ressortir ma chronique. Ils m'ont dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc je l'ai refait. Mais alors, ce lien entre nous, on est en Caroline du Nord, et en fait, il y a... un soir, il y a 2 amis, un des deux va braconner un soir, il tue un mec, et le mec n'est autre que le frère du caïd du coin. Pas bon. Et donc il va voir son meilleur pote, qui lui veut pas d'emmerde, mais c'est son meilleur pote. Alors même si sa femme n'est pas d'accord, c'est le meilleur pote. Donc il aide son meilleur pote. Et en fait, c'est pas très bien. Ça, il faut pas. Donc ils vont enterrer le truc et tout, ils vont enterrer le cadavre, pour essayer de dire non, c'est pas vu. Et en fait, pas vu, le frère, il va remonter la filière, il va arriver sur le meilleur ami de machin, et donc il va commencer à péter un câble. Littéralement, il va déchaîner sa violence et sa haine contre... Il y a une scène de... Ah, punaise des bras.
Ah, il y a une scène de décomposition, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Hein. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la plume Alors, on pourrait dire que c'est du nighty writing pour certaines choses. Sachant que le gars connaît bien le pied des avalages parce qu'il y vit. Moi, je le suis sur Insta, j'adore. Très brut de pomme, hein, le gars. Voilà. Mais j'adore sa plume, c'est beau, c'est poétique, il y a des passages de nature magnifiques, bah, il connaît un peu quand même son truc, voilà. Et puis, je vous dis, il a une comment ça s'appelle il a un amour pour sa région, il a un amour pour ce lieu, ce bled, ces bleds-là. Il connaît très bien les us et coutumes du sud des États-Unis, ce qu'on appelle communément les rednecks, les pecnos du coin, enfin en tous les cas, même si c'est beaucoup plus péjoratif quand même quand on le dit aux États-Unis. Mais voilà, il aime ce genre de choses, c'est... chasse, nature, pêche et tradition, on va en gros, voilà, et avec ce côté culturel derrière, sous-jacent du sud des États-Unis, un brin raciste, très confédéré, machin, voilà, il y a beaucoup de choses, et il arrive à le retransmettre dans ses romans. Ce lien entre nous, moi, je l'ai bouffé, et j'ai été soufflée par à la fois, parce que c'est l'amour hein, d'un frère qui veut venger son frère, quoi. Et c'est vraiment cet amour fraternel qui le pousse à commettre des trucs absolument innommables. Et de l'autre côté, vous avez l'amitié entre ces deux amis qui en fait, c'est, comme on dit, à la vie et à la mort, quoi. Voilà. Donc ce lien entre nous, David Joy. Et on passe en 2021, et tous les 2021 sont dessous. Voilà, donc vous aurez la vignette, hein, c'est bien pour ça. Alors le premier, c'est... 2021, je vais le mettre là parce que je ne vois pas et ça va être un peu compliqué. Alors le premier 2021 c'est Berlin Requiem de Xavier Marie Bonneau dont j'aime beaucoup la plume qui sera dans le classement de 2022. Pas pour celui-là bien sûr. Là donc on est avec Furtwängler qui était un chef d'orchestre allemand très connu, très aimé par le Troisième Reich, même si lui il pouvait pas les blairer, mais bon c'est comme ça. Et il y a cette réflexion sur quand on est un artiste. Est-ce qu'on doit lutter, déserter ou continuer à faire en sorte de résister par la musique, par son art, comment on peut faire. Et il y a aussi parallèlement, alors tout ce qui est histoire de lui, c'est pratiquement que du vrai. Il y a juste l'invention d'un jeune homme qui va venir voir ce chef d'orchestre sur le tard, après la guerre. Et sa mère qui est une cantatrice qui a fui, qui travaillait avec lui, etc. Voilà, mais c'est tellement bien mené, c'est tellement bien écrit, c'est tellement fort dans les sentiments. Il y a tout le regret d'un homme, il y a tous les regrets d'un homme sur sa vie, il y a tous les regrets d'un homme qui n'a pas compris l'utilité ou pas l'utilité de résister ou pas. Moi, ça m'a touchée parce que en tant que artiste, puisque je me définis comme ça, je sais qu'on peut résister pour beaucoup de choses et que malheureusement, quelquefois, on peut lutter par son poids d'artiste. C'est très compliqué, mais on peut le faire. Et puis, voilà, après, est-ce qu'on peut laisser un pays se détruire un art comme ils ont imposé certaines choses et que là de l'intérieur vous pouvez lutter même si vous êtes pris pour le pire des salauds et le pire des collaborateurs du coin quoi. Voilà. Et de temps en temps vous savez les œillères, les gens qui regardent pas trop et qui comprennent pas, c'est très difficile. L'autre coup de cœur, Klaus Mann, oui le fils d'eux et le neveu d'eux. Ah ben oui, on est dans la famille Mann. Il est là quelque part par là-dessous, ça s'appelle Le Tournant. Et alors moi, ce garçon Klaus Mann, c'était vraiment un truc qui m'avait fasciné quand j'avais lu la biographie de Thomas Mann. Et quelqu'un qui s'est suicidé sur la Côte d'Azur, très jeune, qui a vu la montée du nazisme, etc., qui l'explique hein, dans Le Tournant, toute la montée, tout ce qu'il a vécu lui, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, tout ce que ça a pesé sur sa vie à lui, sur ses relations amoureuses, sur
sur sa vie personnelle, de sa famille, de ce qu'il a, de ce qu'il a géré ou pas géré, ce qu'il a ingurgité ou pas ingurgité. C'est une petite paraphrase, mais c'est un texte tellement beau. Il écrit d'une façon merveilleusement belle. Il a le talent, hein. Je pense que c'est le talent est de famille, hein. Il n'y a pas à tortiller, ça visiblement, ça a été en ça a été en série, hein, dans leur famille à eux. C'est pas compliqué, hein. Tout le monde sait écrire correctement, plus que correctement, je veux dire, mais voilà, c'est du bonheur absolu. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Lisez Klaus Mann, Le Tournant. Si vous voulez une belle plume, une histoire forte, une beauté absolue dans les mots, dans les émotions, dans le contexte historique, toute une tranche de vie familiale ou personnelle, je vois vraiment pas ce que je peux vous dire de plus sur Le Tournant de Klaus Mann. Voilà, à part lisez Klaus Mann. Et puis il était fort beau, très beau dandy, genre de mec que j'aurais tombé... Bon, j'ai pas trop de chance, mais voilà, c'est le genre de garçon sur lequel je me serais retournée facilement quand même. Autre livre, oui, oh mon Dieu, celui-là. Le Lilas rouge de Reinhard Kaiser Mürleker. Ah, j'y suis arrivée la première fois. C'est mes potes, ils m'ont fait réviser l'allemand. Alors là, c'est une fresque. Alors, il a comme ça le livre. Voilà, il est là. Il est en bas. C'est une fresque onirique, toujours dans l'Autriche post-pré-nazi. Il y a quelqu'un qui s'en va d'un lander qui a commis quelque chose, qui est déplacé par le parti ailleurs, qui va arriver de nuit avec des gens qui le voient mais qui ne le voient pas vraiment. Et c'est la malédiction d'une famille sur des générations. On va suivre des générations et des générations dans Lilas rouge. C'est une espèce de... Vous savez, c'est ce qu'on dit quand il y a des familles qui ont toujours entre malédiction et bénédiction, on n'en sait rien, mais en tous les cas, quelque chose qui se renouvelle de famille, de génération en génération. Et ça explique surtout le poids du secret des non-dits, de ce côté, héritage émotionnel, familial, dont on parle puisqu'on porte généralement, puisque ça a été prouvé, on porte ce que nos anciens ont pris depuis quelques décennies et on va dire quelques générations. Et ça se transmet quelquefois et on arrive à comprendre. Alors, il y a des gens qui ont fait des études, etc., en psychanalyse, etc., et qui ont retissé le fil à l'envers, et qui se sont aperçus, effectivement, qu'en piochant dans leurs archives familiales et en cherchant à droite à gauche, que leurs inhibitions, leurs barrières, quelque chose qui leur fait peur ou qui les pousse, n'est pas intrinsèquement que eux, c'est qu'en fait, ils portent ça dessus. Oui, super. Voilà. Alors, moi, je suis bien barré avec la The Smala avec des S, moi. Alors, avec le genre de truc, il faut pas que j'aille en psychanalyse, sinon je vais partir sur minimum 3 vies. Mais non, c'est bien, j'ai des épaules pour, donc c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Mais honnêtement, je peux comprendre. Et Lilas rouge, c'est vraiment... Alors, c'est hyper bien écrit, mes potes m'ont dit ça, mes berlinois chéris. Ils ont pas arrêté de me gonfler en me disant « Il faut que tu la lises !» Je dis « Mais il est pas sorti en France, commencez pas à me gonfler !» Quand ils ont mis une alerte, c'est maso. Quand il a été édité, c'est Verdier qui a édité, si je ne m'abuse. Et quand ils ont vu que c'était sorti en France, ils m'ont envoyé le message en me disant « Tu vas le lire tout de suite, là, maintenant. » Je dis « Oh, je peux lire ce que je veux ?»« Non, tu le lis. Wow. » Ils m'ont dit « C'est un chef-d'œuvre. » Voilà, c'est un chef-d'œuvre. J'ai dit « Ok, d'accord, je lis. » Ils ont raison. Il est ma boule. Franz Dieter, si vous passez par là, je vous aime. Mais vous êtes ma boule quand même. Voilà, donc Lilas rouge, donc Reinhard Kaiser Mürleker. Oh, c'est-à-dire que ça fait quand même 2 ans qu'il me répète. 3 ans qu'il me répète le nom quand même. Hein. Ça, j'ai du mal avec l'allemand.
j'ai du mal, pourtant je les entends parler, hein, mais ça rentre pas dans la tête à Baby. Hein. Autre livre, et alors je l'aime beaucoup, ça s'appelle, je l'aime beaucoup parce que c'est mes coups de cœur, conste Lisa, Les Heures Furieuses de Cass et Sepp. Alors Cass et Sepp, c'est quelqu'un qui a repris le manuscrit inachevé de Harper Lee, qui était parti dans l'Alabama, son Alabama natal, pour faire, entre guillemets, un genre de pendant à celui de son pote, Truman Capote, qui avait fait dans De sang-froid. Et elle vient sur une histoire de quelqu'un qui a tué plusieurs personnes, etc. Bon bref, avec le procès, le mec, il est acquitté et en fait, il va être tué à la sortie de son procès alors qu'il est acquitté. Et son avocat va prendre la défense du mec qui l'a tué. Et elle va reprendre l'enquête où Harper Lee l'avait laissé. C'est le Sud profond, c'est l'Alabama. Hein. Voilà, c'est le Sud profond, KKK et toute la clique. Franchement, c'est un bijou, ce livre-là. Alors, outre le fait que j'adore les écrits de Lee et que je savais qu'elle avait un peu aidé Truman Capote, honnêtement, c'est une enquête. C'est sublimement bien écrit, c'est bien documenté, c'est très profond, ça explique beaucoup de choses sur les États-Unis, sur cette fracture qu'il y a aux États-Unis, entre le Sud et le Nord, entre les gens, etc. Ce truc qu'ils n'ont toujours pas réglé hein, depuis le Far West. Hein. Il faudrait qu'ils règlent le côté... voilà. Il faut dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que dans leur histoire, il y a tout le monde a participé, que tout le monde a la possibilité d'avoir des histoires, des personnages forts, que ce soit des Noirs, des Indiens, des Amérindiens ou des Natifs, comme ils se prénomment maintenant, mais ou des Blancs. Enfin, tout simplement, les conquistadors, enfin, ceux qui sont arrivés pour incruster tout le monde. Oui, il y avait des cow-boys noirs, évidemment, puisqu'il y avait des Noirs qui avaient été arrivés, qui avaient été libérés, qui avaient été affranchis, etc. Donc, forcément, il y avait des mixages entre Blancs et Indiens, entre Indiens et Blancs, entre Indiens et Noirs, et ça me semble tellement logique. Mais eux, ça leur semble pas logique. Hein, depuis plusieurs siècles, 3 siècles, ça leur semble pas logique. Hein, ils ont un peu de mal, quand même. Hein, voilà. Et Les Heures Furieuses, on voit bien la distension de certaines choses. Voilà. Après, c'est dans le Sud, à une période où c'était un peu... Il n'y avait pas qu'avec les gens de couleur qui comprenaient pas tout. Hein. Les femmes, non, mais c'est un peu... ouais, bah oui. Oui. Bon, c'est l'Alabama, hein, c'est joli, hein, mais c'était obtus. Hein. Voilà. Et l'avant-dernier, alors j'avais parlé du premier volet, c'est 1794. Voilà. Il y a un autre Vinge, c'est pas Vinge, moi, mais il y a un autre Vinge qui arrive. Cardell, Vinge, enfin c'est le couple quoi, même si c'est pas le même Vinge. Alors je dois avouer que mon petit cœur a beaucoup saigné à la fin du premier, et a beaucoup saigné pour le deuxième parce qu'il n'y avait pas le même Vinge. Et j'étais malade comme un chien. C'est dingue de s'attacher à un personnage. Surtout un souffreteux et tout. C'était l'archétype du garçon que j'aurais épousé. Mais bon, bref. Mais oui, on se refait pas quand on est débile. Mais franchement, alors moi, 1794, 1793, je suis tombée dedans, etc. Je ne sais même pas comment expliquer encore et encore la force. C'est Joujou. c'est la force. Toi, dès qu'on parle de jolis garçons, tu arrives. Vous avez remarqué? Je parle de jolis garçons, il y a Chouchou qui arrive. Hein, Chouchou? Tu es jaloux comme une teigne, en fait. Hein. Tu es une teignenne. Tu es un gros ça. Hein. Voilà, gros chat. Je ne sais pas comment expliquer la fresque que ça peut être. Après, je n'ai pas... Évidemment, je ne sais pas ce que ça va donner pour 95. J'espère que... je ne doute pas que ça soit exceptionnel parce que vu qu'il nous a pondu 2 excellents, je suppose que le 3e doit être... Voilà. J'ai hâte, je pense comme tous les gens qui ont adoré les 2 premiers de le lire. 94 est puissant aussi. Un peu moins glauque, dans le sens glauquissime, mais quand même assez... tu me fais mal, descends. Non, ah, non.
C'est rarissime qu'il se mette sur les genoux, hein, je vous le dis tout de suite. Alors lui, c'est pas un chat câlin genou, hein, c'est pas sa cam. Mais c'est une écriture, c'est la Suède de ces années-là. C'est la Suède de glauque, poisseuse, pauvre. Enfin, il faut pas oublier que, enfin, les gens, moi j'ai entendu des retours sur ça en disant oui, comprenez, qu'est-ce que c'est cette histoire, la Suède. Mais il faut savoir qu'il y a des pays, enfin les pays, les trois quarts des pays, c'était la misère complète, hein, c'était encore les cerfs et les gueux, hein, on est bien d'accord. Et que là, ils sentaient le vent du boulet de 1789, qui et surtout de la mort du roi Louis XVI, qui s'était fait quick, avait Marie-Antoinette, et donc toutes les cours européennes, royales, quelles qu'elles soient, elles avaient toute la trouille. Enfin, je veux dire, elles sentaient que le vent du boulet était juste à côté, et qu'ils risquaient eux aussi de quick. Voilà. Donc, mais le commun des mortels vivait dans des conditions effroyables. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, on est bien d'accord, hein, voilà, donc... et puis on trimait, et puis on vivait avec les maladies. Voilà, il n'y avait pas des avancées, les avancées médicales et scientifiques et industrielles. C'est arrivé au 19e, entre la fin du 19e et 19e, donc enfin du 18e et la fin du 19e. Donc les mecs, calmez-vous, tout va bien, et 19e et 20e, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a beaucoup d'avancées entre 19e et début 20e. Donc il faut juste se rappeler ça. Alors moi j'ai adoré, voilà. Après, si on n'aime pas les polars historiques, si on n'aime pas les thrillers historiques, si on n'aime pas l'historique à la base, oui c'est sûr que n'allez pas vous caler à 1794 si vous n'aimez pas ces années-là et que la Suède, royalement, ça vous gonfle, voilà. Mais on peut pas enlever la force de la plume et de l'histoire, et puis c'est des pavasses comme ça, et la pavasse vous la bouffez, hein. Enfin Bibi la bouffe, voilà. 95. Oh, 2023, vous imaginez? Ça va être torride. Ça va atterrir dans le top de 2023, on est bien d'accord. Enfin, il y a ça de... Et le dernier de 2021 qui a été une clacasse dans la gueule de Lisa. Pour le Black November de 2021, il faut que je rende à César ce qui est à César, donc à Séverine ce qui est à Séverine. Depuis quelques temps qu'elle l'avait lu, elle n'arrêtait pas de m'en parler. Et un jour, elle me dit, je suis plus dans un live, elle me dit ah mais il faudrait que tu lises Le Village de Dan Smith parce que effectivement ça se passait en Russie, qu'elle sait mon appétence pour l'histoire, le machin, etc. Et elle m'a dit c'est terrifiant, c'est vraiment très très bon, etc. Donc j'ai acheté. Et je me suis dit, tu vas le garder pour le Black November. Mais comme il y a des consignes, vous êtes jamais sûr que ça rentre dans le... Alors moi, j'ai fait chier cette année-là, dans l'année dernière. Et donc j'ai auto-queené pendant qu'on faisait les consignes en disant je veux un truc avec une forêt ou je sais plus quoi, parce qu'il y avait une forêt sur la couverture. Et donc elle a mis une forêt, donc j'ai pu caser le village de Dan Smith. Oh là 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 là, oh la clacasse. Alors, tout y est là-dedans. La nature, le mystère, la traque d'un tueur, un homme qui arrive avec son frère mort sur le traîneau derrière, il arrive dans un village où il y a normalement sa femme et ses enfants, etc. Il arrive, le truc il est déserté, il n'y a plus rien. Visiblement, il y a ce que l'on nomme... c'est celui dont on ne prononce pas le nom. Le nom, c'est une espèce de diable dans la mythologie russe. Voilà. Et ils auraient enlevé. Donc lui, il va partir à la recherche de sa famille en traquant. Il va tomber sur des détraqués vraiment. Et il va tomber sur un père et sa fille. Et puis il va récupérer sa vie. Et tout ça au milieu de la forêt russe. Au niveau de ce genre de... Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à la fois... angoissant, c'est à la fois beau, c'est à la fois poétique, c'est à la fois historique aussi, c'est à la fois captivant, mais d'une façon où vous vous dites oh là là, mais où il va nous amener. Et puis il y a le cœur qui bat parce qu'on se dit est-ce qu'il va arriver à avoir cette quête-là, etc. Et il y a Hiver Rouge de Dan Smith qui est le et alors là, les deux Dan Smith, il faut les lire, quoi. Voilà. Alors évidemment, je peux pas vous dire ne pas lire. Achetez les deux.
en poche. Trouvez-les pas très chers. Essayez d'aller les chercher à la médiathèque. Alors je vous le dis, quand je vous dis acheter, non. Allez à la médiathèque, allez emprunter ces livres à la médiathèque. Déjà, premièrement, si vous arrivez à faire que votre médiathèque et certains des bouquins qui sont moins connus ou moins papotage, parler de tout à l'heure des livres de Daniel Croze ou ceux de La Tache Verte de Anne Labbé, etc., qui sont peut-être moins distribués, demandez. Parce que vous les lisez, et puis ça incite, si vous avez un bon retour, la personne de la médiathèque ou de la bibliothèque va dire « Ah, alors je vais le garder, et puis du coup, il fait le commander à d'autres personnes. » C'est comme ça que le bouche à oreille se fait. Il n'y a pas que le truc. Alors après, il y a les bouches à oreille style hype, la mode. Hein. Alors ceux-là, même pas en rêve que j'y vais. Mais par contre, les bouches à oreille de lecteurs qui vraiment sont allés chercher, qui retransmettent quelque chose, des émotions, machin, hors hype, hors c'est la mode, hors j'inonde tout le monde de SP, de machin, etc. Moi, ça, vous savez pas que c'est pas comme ça que ça avance. Mais voilà, ça c'est tous mes livres de 2018, 2019, 2020, 2021 que j'ai aimés. Je vous mets les vignettes derrière pour que vous puissiez voir les couvertures, etc. J'en peux plus de ce Hux. Descends, Hux, bougez pas, je reviens parce que lui, alors, il est en train de tout me casser. Hux, mais depuis quand tu montes sur la table hein? Ah non, mais ce chat, mais... Oh, vous savez pourquoi? C'est parce que je tourne, et vu l'heure qu'il est, d'habitude, il a à bouffer. Et là, il est en mode, si tu ne donnes pas à manger, moi, je vais te faire arrêter de faire ce que tu fais. Il est terrible, lui. Ah, mais je vous dis... Ah, la tête dure du bestiau. Bref, ça c'était l'interlude Lisa et Hux. Vous commencez à avoir l'habitude, voilà. Donc franchement, c'est des coups de cœur dont j'avais envie de parler parce que je me dis que effectivement, il y a plein de livres que j'ai lus à cette époque-là qui n'ont pas les vues que maintenant plus ou moins. Bon, j'en ai pas 500 millions de vues, mais j'ai un peu plus de vues depuis quelques temps. Surtout depuis le début de l'année, d'ailleurs, depuis février-mars, je progresse très très bien régulièrement. Dans le nombre de vues, alors je ne vois pas le nombre d'abonnés, c'est les abonnés eux-mêmes qui me disent « T'as vu, tiens, bon, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je m'en fous. » Parce que, en fait, visiblement, il y a de plus en plus d'interactions avec des gens qui sont fidèles. Donc ça, c'est le plus important. Et j'avais envie que vous, qui me regardez régulièrement maintenant, vous alliez voir ce que j'avais lu avant, que peut-être vous n'aviez pas eu ni le temps, ni la patience, ni envie. Hein, parce que quelquefois, on ne va pas forcément au fin fond des chaînes parce qu'elles ont peut-être 2-3, enfin moi j'ai 4 ans je crois, 3 ans et demi, 2 ans, à peu près 3 ans et demi de cette chaîne-là. Mais sur mon blog, voilà, je l'ai eu en 2011, donc si vous allez au fin fond de 2011, je suis pas sûre que tout le monde remonte au fin fond de 2011 pour savoir ce que j'ai lu comme coup de cœur. Donc je me suis dit, bon, les 5 dernières années, la 5e arrivant à la fin de l'année, c'était pas mal de faire un bilan des 4 dernières pour que vous ayez 5 années de recul sur la bête de Lisa. Enfin, sur la bête lectrice de Lisa. Voilà, c'est à peu près ce que je... Ça, c'est mes coups de cœur. Après, j'en ai eu beaucoup plus. Hein. Mais vraiment, ceux-là, je vous les recommande. C'est tout. Voilà, donc si vous aimez, si vous n'aimez pas. S'il y en a un qui vous intéresse, ou que j'en ai parlé, mais vous dites... Oh, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Vous me dites, alors, celui-là, machin, est-ce que c'est plus ça, est-ce que c'est ça? Parce que, voilà, moi, je les ai lus, je les connais. Si vraiment vous vous interrogez sur certains, vous n'hésitez pas à me poser des questions, ou à me demander, ou autre. Voilà, après il y en a quelques-uns que j'aimerais bien relire, donc si l'année prochaine il y en a un vraiment qui fait l'unanimité, machin, ça serait pas mal de faire une lecture commune assez sympa. Moi je l'ai déjà lu, mais ça me permettrait de le relire, même en diagonale, mais de le relire. Donc voilà, ça serait une bonne idée. Bon, d'ici là, portez-vous bien, je vais donner à manger au chat avant qu'il me démonte la maison, parce que là il a décidé de s'attaquer. Il est en train de s'attaquer au cordon du fil de ma recharge de portable. Ah, on en est là, hein, on en est là. Là, il n'y a pas à manger, il va crever. Hein. C'est pas comme si vous aviez vu le bestiau qui était en train de mourir. Hein. Ah non, 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 non. Mais manger, c'est sacré, c'est l'heure, c'est la bouffe. La bouffe, quoi. Ben oui. Bah oui. Comment ça, maman, tu donnes pas à manger? Je vais faire n'importe... Il a traversé la table. Il monte jamais sur la table. Depuis quelque temps, il monte sur la table pour dormir la nuit, parce que je le vois le matin, je le vois... Oh, pardon, oups. Il descend vite, donc il faut que je nettoie la table. Enfin, je cire la table. Mais je sais pas si c'est pas l'odeur. Je sais pas si c'est pas l'odeur du truc de cire d'abeille qui...
dans ce vautré dans la syllabe. Il est débile ce chat. Bon bref, c'est pas grave. C'est comme sa maîtresse, il est un peu... Mazo. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine vidéo, bah, c'est mercredi prochain. Donc normalement, pour le point lecture du Black November. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai fait un format un peu spécial, un peu particulier. Voilà. Je suis allée par petits morceaux, vous verrez. Oui, ce petit morceau. Voilà. Je fais petits morceaux. Un coup, on voit ma tête, un coup, on voit pas ma tête. Je fais un peu ce que je veux. C'est moi le chef. Puis en plus, j'ai des idées. Ah ouais, non, je fais en freestyle maintenant. Et cette vidéo va durer encore 1h30. C'est le gros bordel, ces vidéos. Mais c'est drôle, ces vidéos thématiques avec plein de bouquins. C'est drôlissime. Voilà, et je vous en prépare des pas mal pour l'année prochaine. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dans les commentaires, n'oubliez pas, vous avez le droit de poser des questions sur ces bouquins. Voilà. Allez, ciao. Non Axou